Comme le temps était compté, le repas était, si ce n'est frugal, en tout cas suffisant, et suffisant pour rester éveillé. Et de toute façon, je ne doute pas de la qualité des interventions de l'après-midi pour vous maintenir éveillé. Alors, vous le savez, ou il faut encore le rappeler, la guerre est un caméléon. Et comme la guerre, la géographie est plurielle. Les artistes diraient, elle est plastique, elle s'adapte, elle évolue. Mais comme cela a été souligné ce matin, elle n'est qu'un moyen pour atteindre une fin ou des fins, des objectifs selon le souhait, une politique publique, une finalité militaire, et bien d'autres encore, en passant par l'enseignement ou la pédagogie. Toujours est-il que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette géographie vue comme moyen ou facteur de supériorité opérationnelle. Et ces trois termes ont leur importance. L'actualité le rappelle régulièrement. Il s'agit de remporter la décision dans l'espace et dans le temps. Et donc, le chef militaire a le souci d'une conjonction, d'une combinaison de ces différents facteurs, l'espace, le temps, les forces matérielles ou immatérielles, pour prendre l'ascendant, c'est-à-dire accomplir une mission, obtenir un effet sur un terrain, quelle que soit l'échelle d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir cet après-midi pour cette table ronde, avec quelque part la vision du chef, officier général, de niveau interarmes ou interarmé, et puis des chevilles ouvrières de mise en œuvre de cette géographie militaire. En général, au cours d'une carrière particulièrement bien remplie, vous avez commandé le 35e régiment d'artillerie parachutiste, l'école d'artillerie à Draguignan, puis plus récemment était le directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandement, avant d'être nommé très récemment conseiller du gouvernement pour la défense. Amateur d'histoire, vous avez soutenu une thèse de doctorat portant sur l'histoire du raisonnement militaire et vous interviendrez aujourd'hui sur l'articulation entre la géographie et la guerre hybride de haute intensité. Le colonel Julien Derueto est officier d'artillerie et géographe. Il commande actuellement le 28e groupe géographique de l'armée de terre. Et avec le capitaine Béraud, son chef du centre géographique d'appui aux opérations, deux facettes indissociables des missions confiées aux arpenteurs vont être décrites, le recueil et l'analyse. Le tour d'horizon sera complété par un aperçu des savoir-faire de l'établissement géographique interarmé, actuellement commandé par le lieutenant-colonel Samuel Grosjean. Alors, la couleur de l'uniforme vous indique bien que la géographie militaire s'exerce dans toutes les dimensions aéroterrestres. Le sujet maritime est légèrement différent. Il sera évoqué au détour de nos échanges ou ultérieurement, et si besoin, pour les amateurs, je renvoie au service hydrographique et océanographique de la marine, à ses évolutions et aux perspectives nouvelles qui s'offrent pour la marine et aux enjeux qui ont été évoqués ce matin avec la guerre des grands fonds. Mon général, je vous cède respectueusement la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos grades, qualités et titres, chers amis, les engagements opérationnels se succèdent sans répit depuis plus de 30 ans sur différents théâtres d'opérations extérieures, mais également sur le territoire national. Au cours de ces décennies, la conflictualité y a évolué, des opérations de maintien de la paix à divers types d'interventions contre le terrorisme militarisé, alors que se profile aujourd'hui le risque d'un engagement hybride de haute intensité. Comme vous l'avez rappelé, la guerre étant un caméléon, selon la célèbre formule de Clausewitz, les stratégies de contournement permettent aujourd'hui le recours à de nouveaux champs de conflictualité en tirant le meilleur profit
des progrès technologiques, de l'évolution du rapport de la démographie au territoire, ainsi que des changements sociétaux qui modifient peu à peu la perception par les opinions publiques. La maxime « sur ce terrain, l'ennemi peut » restera toutefois une des bases du raisonnement opérationnel préalable à tout affrontement dans ce nouveau paradigme qui mêle les différents milieux et les champs immatériels. Aussi, dans une logique d'innovation et de combinaison des capacités, en particulier celle à attendre du déploiement spatial et de l'intelligence artificielle, la géographie militaire trouvera toute sa place dans l'analyse prédécisionnelle, mais également dans la conception puis la conduite de l'action militaire. À cet effet, en application de la vision stratégique du chef d'état-major des armées, la poursuite de la réflexion doctrinale, de la formation générale et spécialisée, ainsi que l'entraînement durci, permettront la maîtrise de cette capacité essentielle qu'est la géographie militaire pour gagner la guerre avant la guerre. Voyons tout ce qui touche à l'hybridité et la haute intensité. Depuis la préparation de ce colloque, le début des hostilités en Ukraine, le 24 février dernier, a fait prendre au titre de cette intervention une résonance toute particulière. En effet, après que les armées françaises se soient lancées depuis environ 2020 dans une adaptation conceptuelle de leur doctrine et de leur concept d'engagement opérationnel, tirant profit de l'analyse des conflits récents, par exemple ceux du Moyen-Orient ou bien encore du Haut-Karabakh, c'est un conflit d'une toute autre ampleur et malheureusement encore plus dramatique pour les populations civiles qui s'est déclenché récemment aux portes de l'Europe. La juxtaposition des termes hybride et haute intensité, qui pouvaient paraître curieuse en fin d'année dernière lors de la préparation de ce colloque, trouve aujourd'hui toute sa pertinence à l'aune des 2 derniers mois passés à observer ce conflit. Le récent concept d'emploi des forces, publié en 2020 par l'état-major des armées, et vous le voyez représenté au centre en bleu sur cette diapositive, définit les termes hybridation et haute intensité de la conflictualité moderne comme suit. Et là, je cite le texte. Visant à contourner ou affaiblir la puissance, l'influence, la légitimité et notre propre volonté, tout en affirmant sa propre légitimité, la stratégie hybride de nos potentiels adversaires met en œuvre une combinaison intégrée de modes d'action militaires et non militaires, qu'ils soient directs et indirects, qu'ils soient licites ou illicites, mais souvent subversifs, ambigus et surtout difficilement attribuables à un pouvoir quelconque. Il s'agit d'attaques cyber, de mesures économiques, de désinformation, de déstabilisation, de manœuvres d'intimidation ou bien encore d'actions par procuration via des tiers non identifiés. Cette approche multiple permet la surprise. Elle va faciliter l'obtention de gains, qu'ils soient politiques, territoriaux ou bien encore économiques, tant que le seuil estimé par l'adversaire comme déclencheur de notre propre réaction n'est pas franchi. Cette stratégie peut être employée dans le cadre d'une gestion volontaire d'escalade. Notre réponse à ces stratégies hybrides nécessite des stratégies globales, interministérielles, d'ordre essentiellement défensif, qui visent, par la coordination de différents leviers de l'État, à anticiper, détecter, comprendre
attribuer les actions adverses et surtout agir pour les décourager, limiter leurs effets et reprendre nous-mêmes l'initiative. Les armées concourent à ces stratégies globales, notamment par le volet militaire, qui est qualifié de large spectre. L'emploi de la force face à un adversaire qui développe une stratégie hybride nécessite évidemment une prise en compte par nos autorités des répercussions potentielles sur notre territoire national. Le recours de certains compétiteurs, qu'ils soient étatiques ou non, à ces stratégies hybrides est d'autant plus privilégié de leur part que ces stratégies hybrides offrent un rapport coût-efficacité inégalé, permis par la disposition d'une gamme inédite de capacités. Conjugué à un usage désinhibé de la violence sous toutes ses formes, l'expansion de l'emploi de stratégies hybrides rend désormais probable, et c'est bien malheureux, par escalade intentionnelle ou non, l'irruption de conflits de haute intensité. Cela ne signifie pas pour autant un retour des guerres totales, des guerres industrielles, comme les conflagrations mondiales du XXe siècle nous l'ont appris. Mais l'appréhension de ces futurs conflits de haute intensité reste éminemment complexe. Sur le plan stratégique, un conflit de haute intensité va s'entendre comme un affrontement extrême des volontés politiques, qu'elles soient provoquées par le franchissement volontaire ou non du seuil de tolérance d'un des deux protagonistes au regard d'enjeux que lui-même juge comme majeurs, voire existentiels. Et c'est bien cette perception réciproque des différents belligérants qui est la clé de la potentielle désescalade. S'exerçant dans différents domaines, la confrontation va dépasser le strict périmètre des armées et peut nécessiter la mobilisation durable de nombreuses ressources. Un tel affrontement va malheureusement générer des pertes humaines, matérielles et immatérielles particulièrement élevées pour la nation. En redescendant sur le plan tactique, la haute intensité est une confrontation très violente et soutenue entre différents niveaux de force dans tous les champs et tous les milieux, et elle est également localement susceptible d'entraîner une attrition importante chez les belligérants. Elle peut être circonscrite et sporadique, et il n'y a pas forcément corrélation nécessaire avec le degré d'intensité de l'affrontement stratégique. Vous pouvez avoir de la haute intensité localisée et circonscrite dans un contexte beaucoup moins complexe au niveau international. Quelles que soient les formes de conflit, l'action militaire correspond naturellement au volet sécuritaire de résolution durable des crises, tout en concourant aux autres volets dont les essentiels retours de la gouvernance et retour du développement. Le succès global résulte alors dans une intégration aboutie des effets produits par l'ensemble des acteurs, d'une synergie dans l'emploi des capacités de chacun et dans une synchronisation fine dans l'atteinte de l'objectif commun. Face à des crises à la cinématique potentiellement très rapide, l'engagement des forces armées nécessite de disposer de puissance et des capacités nécessaires pour faire face au pire des scénarios jusqu'au combat du haut du spectre. Sur le plan des ressources, il importe d'identifier par anticipation, à l'aune des possibilités de confrontation et à partir de nos propres moyens, la façon de monter en puissance progressivement pour répondre aux besoins impérieux de mobilisation et de réactivité et surtout générer la masse qui n'existe plus aujourd'hui, la masse requise pour remporter la décision. À cette aune, l'affrontement actuel en Ukraine, qui reste dans le champ conventionnel et pour l'instant circonscrit à un espace géographique malgré tout restreint par rapport à la surface globale du globe, se déroule effectivement dans les différents milieux et les champs
qui ont été théorisés par les penseurs militaires dans les années précédentes, qu'il s'agisse des multidomain operations de nos camarades américains et anglo-saxons, ou bien de l'acception française, les opérations multimilieux et multichamps. Ainsi que nos réflexions de ce jour nous y engagent, et comme de nombreux autres intervenants l'abordent, voyons quels enseignements en tirer pour nos réflexions sur la place éminente qui tient la géographie militaire sous toutes ses exceptions. Sur ce terrain, l'ennemi peut. Tous ceux d'entre vous, et ils sont quand même assez nombreux dans cette salle ou derrière les écrans, qui conservent le souvenir des exposés d'état-major lors des points de situation tactique, connaissent bien cette formule. Sur ce terrain, l'ennemi peut. Cette formule est en effet fondamentale, car le terrain, au sens large, n'a de valeur que par l'usage que les belligérants en font. C'est d'ailleurs ce calme trompeur, loin du fracas des combats, qui est parfois troublant lors des planifications opérationnelles, ou bien, et j'en profite pour saluer Christophe Gué ici présent, lors des études historiques terrain qui sont indispensables à la formation des officiers et à la réflexion tactique. En effet, quel que soit l'effort intellectuel mené, la quiétude d'un terrain sur lequel des officiers réfléchissent ne peut représenter parfaitement la réalité des affrontements passés ou à venir. C'est donc, à contrario, toute cette problématique de la réflexion tactique préalable à l'engagement que d'estimer la manière dont les forces amies et ennemies vont interagir sur le terrain d'affrontement. Sur ce terrain, l'ennemi peut. Ce qui caractérise les engagements hybrides de demain, c'est bien l'interaction permanente entre les effets réalisés dans les différents champs et milieux, avec une importance de plus en plus marquée pour les actions dans les champs immatériels. À ce titre, les premiers enseignements après 2 mois de conflit en Ukraine permettent de mesurer que le terrain commande encore et toujours. Il n'est, et vous l'avez tous fait, que de se représenter au gré des quelques images disponibles la configuration des villes partiellement ou totalement détruites, la difficulté du franchissement des cours d'eau, comme par exemple l'échec récent de la tentative de franchissement de la Sieversky Donets, ou encore il y a quelques semaines les images des chars embourbés en pleine Rasputitsa. La semaine passée, dans une intervention à l'école militaire, le colonel Frédéric Jordan, du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre, délivrait des enseignements opérationnels sur l'Ukraine en soulignant « La géographie comme l'histoire nous donne d'importantes clés de compréhension », mais également en rappelant toute l'importance tactique de la valorisation du terrain réalisée préalablement dans le Donbass. Cette caractérisation du milieu, nous allons l'aborder sous l'angle essentiellement aéroterrestre. La géographie militaire est donc particulièrement présente dans les réflexions qui ont mené à la rédaction du nouveau concept d'emploi des forces interarmées, ici en bleu, qui était par la suite décliné par chacune des armées, expertes de milieu, logiquement dans son propre milieu, où chaque armée va représenter le noyau d'intégration. Vous avez les différents documents qui sont en illustration sur cet écran. Là aussi, la géographie militaire trouve toute sa place et ancre sa légitimité en termes de préparation opérationnelle, le terme technique consacré à l'entraînement, mais également en termes de conduite technico-tactique des opérations. Pour prendre l'exemple du concept d'emploi des forces terrestres, que je connais plus particulièrement ayant dirigé sa rédaction collaborative dans mon précédent commandement, un chapitre entier décrit le milieu d'intervention des forces terrestres sous le titre, et vous le trouverez à la lecture, un milieu rendu particulièrement complexe et évolutif par la géographie humaine. Le même type de recension serait évidemment possible pour les milieux maritimes et aériens, qui possèdent également leurs caractéristiques propres, hors d'une caractéristique fondamentale qui est celle de la présence permanente de l'homme, qui jusqu'ici, le plus souvent, naît, vit et meurt sur Terre. Je cite quelques extraits de l'analyse du milieu. Seul milieu habité en permanence, le milieu aéroterrestre est par essence un milieu physique hétérogène, mouvant et strié, par opposition aux espaces Lille tels qu'ils avaient été théorisés par Guattari et Deleuze en 1980 dans leur ouvrage « 1000 plateaux ». Des littoraux aux montagnes,
en passant par les plaines, composées d'espaces désertiques, végétalisés, urbanisés, le milieu terrestre présente une succession de ruptures géographiques et de territoires plus ou moins enclavés et plus ou moins vidés de leur population, en incluant de fait les sous-sols essentiels en zone urbaine. Et vous suivez tous l'actualité récente avec l'usine Azovstal, jusqu'à l'espace aérien basse couche, voire l'espace extra-atmosphérique. Ce terrain est marqué par la discontinuité géographique et humaine. Ce terrain est également en constante mutation sous l'action combinée des phénomènes naturels et de l'activité humaine. En effet, cette activité humaine contribue directement à la diversité des espaces par l'exploitation, l'organisation, le développement et l'évolution, urbanisation, contrôle hydrique, changement climatique. Ce terrain, ce milieu aéroterrestre, sera enfin le premier à porter les stigmates des conflits. En nous projetant un petit peu vers l'avenir, les changements et les tendances lourdes que nous pouvons distinguer et caractérisant ce milieu sont tout d'abord une progression de l'urbanisation en lien évident avec la croissance démographique, ainsi que l'accès à de nouvelles zones jusqu'ici inaccessibles sous l'effet conjugué des crises économiques et du dérèglement climatique. L'espace urbain demeure le lieu du pouvoir, demeure le lieu des contestations et des échanges. Il génère un effet d'attraction, de refuge. Il est le ferment d'un espace nativement instable. Les espaces périphériques peuvent constituer des champs de confrontation physique préalables à la conquête ultime des centres de décision qui sont toujours urbains. Selon des chiffres de l'ONU, 2,5 milliards de personnes pourraient s'ajouter aux espaces urbains d'ici 2050, ce qui fait qu'environ 70% de la population est prévue à cet horizon de 2050 vivre en zone urbaine, qui plus est majoritairement en zone littorale. Pour reprendre l'exemple de l'Ukraine, il y a plus de 20 villes qui comptaient, avant le déclenchement du conflit, plus d'1 million d'habitants, ce qui vous laisse imaginer les difficultés à la fois pour vivre dans une situation dégradée, mais également pour en envisager la conquête. Il y a également, et c'est très important à noter, à venir une augmentation avérée de l'ensemble des flux, donc de l'interdépendance dans l'ensemble des champs, qu'ils soient matériels ou immatériels, maritimes, aériens, terrestres, cyber, espace, mais toutes les infrastructures associées se trouvent essentiellement dans le milieu aéroterrestre. Les débouchés et les points d'arrivée des câbles sous-marins, les stations des réseaux 4G, 5G locaux, les fermes de serveurs informatiques, tout cela procède d'une empreinte au sol, généralement dans l'espace aéroterrestre. Venons-en maintenant à la notion d'intégration, cœur des concepts d'emploi actuellement développés, et dont le maître mot est vraiment l'intégration. En le déclinant au sujet qui nous occupe aujourd'hui, la géographie militaire, je dirais que celle-ci doit savoir elle-même, et elle le fait depuis toujours, continuer à s'intégrer dans la conception et la conduite des opérations, mais elle doit aussi, cette géographie, se soucier d'intégrer de nouvelles dimensions dans son propre champ. La permanente, pour paraphraser un auteur français, extension du domaine de la lutte, se traduira dans le domaine de la géographie par une approche encore plus pluridisciplinaire, chère aux universitaires, qui va voir d'un bout à l'autre du spectre s'entrecroiser des sciences comme l'astronomie, pour ce qui touche à l'espace exo-atmosphérique, de la logique mathématique pour le tri et l'exploitation des données, de la neurobiologie computationnelle pour le recours à l'intelligence artificielle, voire même la sociologie pour ce qui concerne la géolocalisation individuelle, devenue si courante tant dans nos vies quotidiennes que dans nos systèmes d'armes. Le concept d'emploi des forces décline 9 facteurs de supériorité opérationnelle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ces facteurs sont appliqués à l'art de la guerre et c'est leur recherche et combinaison qui seront de nature à permettre la prise d'ascendant sur l'adversaire. Le troisième de ces facteurs est celui de la compréhension, auquel nous savons bien combien la géographie y a contribué activement de tout temps. Le concept d'emploi des forces décrit également toute l'étendue et la diversification horizontale et verticale des champs de confrontation. Il y a donc une nouvelle donne opérationnelle dont nous débattons aujourd'hui, et cette nouvelle donne opérationnelle
offre d'immenses possibilités pour la géographie militaire, les seules limites semblant être celles de notre propre ingéniosité. Cette ingéniosité doit toutefois être cadrée par la finalité opérationnelle, au regard de la place essentielle que tiennent les produits dans le processus d'analyse prédécisionnelle. L'une des clés restera donc la simplicité des produits proposés aux décideurs, quelle que soit la complexité de la réalisation de ces produits. Le visuel, toujours réducteur, et le commentaire associé, qui sont issus de deux des plus précieux de nos cinq sens, la vue et l'ouïe, doivent permettre à un état-major opérationnel, toujours en situation de fatigue et de stress, de discerner rapidement l'information essentielle. Là encore, pour nous, géographes, il y a sans doute une autre hybridation à réaliser avec le monde des concepteurs graphiques, voire des communicants et des publicitaires, experts dans leur domaine en images et formules choc. Après ce rappel conceptuel, je vais volontiers céder la parole à mes camarades qui, eux, sont en charge d'entités opérationnelles et qui sauront bien mieux que moi vous expliquer comment se déroule leur propre réflexion prospective, leur préparation opérationnelle et leur engagement quotidien sur les théâtres extérieurs ou bien encore sur le territoire national. Je vous remercie de votre attention et me tiendrai à votre disposition pour la séquence des questions. En général, mesdames, messieurs, en votre qualité des titres respectifs, donc je suis colonel Dorretto, chef de corps du 21e géographique, donc l'unité des forces armées qui est en charge du recueil, donc des topographes, l'armée de terre notamment. Mon intervention sera suivie par un de mes capitaines qui vous présentera la partie cartographie, exploitation et analyse, qui est également assurée par mon unité. Donc cet après-midi, je vais intervenir pour donner quelques pistes sur l'importance dans la stratégie du recueil géographique. Notamment à l'heure où tout le monde a accès à un GPS, à des données en source libre. On peut se poser la question de voilà, pourquoi toujours aller chercher sur le terrain des données? C'est un coût humain, RH, c'est un coût pour les opérations, c'est des conséquences en termes de formation. Si la Première Guerre mondiale a été l'âge d'or un petit peu de cette composante pour les topographes, le terrain était vraiment le point clé avec les tranchées et la recherche de la percée, aujourd'hui on peut légitimement s'interroger sur est-ce que notre capacité de recueil conserve toute cette importance dans la conduite stratégique d'opération, dans la coordination de la manœuvre. Et ce point, donc, je vais donner quelques pistes de lecture pour montrer notamment que c'est un facteur clé de supériorité. Ça donne véritablement un avantage concurrentiel sur l'adversaire, y compris dans l'art de la guerre au XXIe siècle. Parce que ça apporte une certaine connaissance, une certaine maîtrise du terrain. Ça apporte aussi des options aux décideurs politiques et militaires. C'est aussi un facteur d'innovation. Et puis, c'est un facteur de résilience, je pense que je conclurai mes propos. Mais tout d'abord, je vais revenir sur le bornage, de ce qu'on entend par recueil géographique militaire, avant de revenir sur deux points, deux piliers, pour expliquer en quoi cette capacité demeure stratégique, c'est-à-dire sa valeur financière, une valeur humaine, une valeur opérationnelle, et puis d'autres points, en quoi ça donne une dimension distinctive à un corps de bataille, à une force. En quoi ça fait vraiment la différence. Tout d'abord, le recueil militaire, ça reste une réponse à des besoins permanents de force. Le stationnement, la navigation, le positionnement, qui restent des enjeux clés, y compris aujourd'hui dans les opérations. Pour aboutir à cela, pour aider une force à se positionner, aider des effecteurs à se positionner dans une position garantie, une maîtrise de leurs effets, il y a deux pivots, deux piliers plutôt. Le premier, c'est ce qui est généralement bien compris, facilement compris pour la partie recueil, c'est le terrain. Faire des mesures de grande précision, effectuer des calculs géodésiques avec du matériel généralement de gamme civile, même si ce sont des militaires qui le servent, ce qui nous permet de produire, en revanche, un certain nombre de réalisations sur le terrain qui sont utiles à la force, qui sont vraiment spécifiques, ce qu'on appelle des stations de déclinaison. C'est-à-dire des points où on lève les coordonnées, mais aussi on donne des directions repères, ce qui sert à calibrer toutes les optiques pour la conduite de feu.
Ce sont aussi des réseaux de points qui sont confirmés, dans le sens que si les signaux GNSS étaient brouillés, on puisse utiliser ou recaler les centrales inertielles, des modèles numériques de terrain. Dimension très classique du recueil de finalement ce que peut faire un géomètre civil. Le deuxième aspect, qui est vraiment complémentaire dans le besoin militaire, c'est la thématique. Elle est comprendre le milieu. Donc, la supériorité ou l'avantage d'avoir une compétence militaire dans ce domaine par nos topographes, c'est que ces données qu'ils vont voir sur le terrain, que ce soit la végétation, le type d'itinéraire, la traficabilité, tout va être capitalisé dans des bases de données structurées qui vont pouvoir être exploitées après par les analystes pour faire des produits, vous avez quelques exemples en dessous, pour caractériser un village, où est le puits, où sont les centres religieux, est-ce qu'ils sont utilisés ou pas, ce que l'on fait actuellement encore en BSS. Donc cette capacité, elle nous apporte vraiment le recueil, le moyen de décrire le terrain pour comprendre ce qui est dans le milieu pour conduire les opérations et exploiter ces forces de SMS. Pour cela, dans les forces terrestres, il y a une unité qui appartient à l'armée de terre et au commandement des renseignements, qui fait bien le lien avec cette fonction clé de l'anticipation. Donc c'est l'unité que je commande, le groupe géographique, donc qui est à Haguenau, qui a, fort de ses 360 PAX, a en fait 3 grandes forces, qui sont un peu l'objet de mon propos ultérieur. Le premier, du matériel civil, classique, vraiment une capacité individuelle. Ce que vous avez ici affiché, ce sont vraiment tous les matériels d'un géomètre classique. Où on commence à faire la différence, c'est notre force humaine. Parce qu'on part dans un modèle armée-terre avec des jeunes, pour certains, qui n'ont aucune connaissance. Et qu'on va former sur ces matériels, mais aussi sur la dimension militaire du métier, pour comprendre l'attendu et avoir le juste niveau de précision. Et puis, tout un partage de l'expérience. Et le troisième pilier, ce sont nos matériels spécifiques. Donc là, vous avez un véhicule récupérateur, venir se passer là. Donc, la capacité, elle est sur le terrain, au milieu non sécurisé, voire sans débarquer pour effectuer toutes ces mesures. Ce qui nous donne l'opportunité d'après d'être présent sur tout le spectre de l'opération. Vous avez également un petit drone, qui est de gamme civile, donc avec des modes d'action particuliers volants, et un maritime pour faire du nivellement ou des modèles numériques des zones de franchissement. On va point groupe. Le point groupe, la capacité de recueil, c'est bien aller sur le terrain pour faire des mesures à un degré de précision suffisant pour les opérations, pas au-delà, fort d'une ressource humaine et de matériel de l'ordre. Ce qui amène ensuite, voilà, on met en œuvre, avec notre ressource humaine, des procédés anciens, traditionnels, même si des moyens techniques sont récents. Donc on pourrait s'interroger sur en quoi cela reste une capacité stratégique. Tout d'abord, c'est une capacité stratégique par la richesse humaine. C'est-à-dire que ça n'est pas juste acheter des capteurs. Avoir cette capacité, c'est pas seulement acquérir une boîte noire, acquérir du matériel. Et c'est donc un investissement pour les forces armées du temps long. Parce qu'il faut apprendre à nos personnels à maîtriser un certain nombre de procédés. On ne recrute pas que des géographes. On a toute une partie de notre population, et la majorité qui sont des EBAT, c'est le modèle armée de terre, qui partent avec des niveaux scolaires très bas. Et on les amène sur ces compétences à tenir un certain nombre de rôles. C'est une complémentarité entre cadre et EBAT. Deuxième point, c'est un cadre opérationnel. Parce que le besoin, c'est d'aller sur le terrain et répondre à un besoin militaire. Pas seulement aller chercher de la précision, comme pourrait le faire un géomètre classique. Et surtout, la force, c'est de partager cette expérience au fil des mandats, des détachements. Puisque ces équipes, qui sont d'une dizaine de packs, voire moins, jusqu'à une centaine éventuellement, elles ne sont jamais dans un cas conforme. Il y a des impératifs opérationnels, de temps, de durée de présence, de sécurité. Et elles doivent maîtriser les mesures qu'elles vont effectuer sur le terrain parce qu'elles ne reviendront pas sur site. Et on a besoin d'apporter un résultat. Et c'est tout ce partage d'expérience qui consolide au fil des ans, au fil des décennies, des compétences. C'est dans ça que ça fait une ressource stratégique. Ça donne un caractère stratégique puisqu'on a bien deux grands piliers. Maîtriser, pondérer la précision au juste besoin opérationnel et avoir la militarité, ce qui nous permet d'avoir ce que j'appelle moi le soldat géographe. Le technicien, d'une certaine dimension, mais surtout le soldat qui répond exclusivement aux besoins militaires. Le deuxième caractère stratégique de cette deuxième aspect, la valeur stratégique de cette compétence, c'est la capacité à optimiser les effets. Donc la facteur de prise ascendante, bien sûr, elle vient d'abord sur la maîtrise des feux. On pense à l'artillerie. Maîtriser les positions, maîtriser où on va appliquer les feux, donc maîtriser les effets. Aujourd'hui, les conflits sont très médiatisés. C'est un point clé. C'est entre guillemets ça de dimension traditionnelle, assez simple. La deuxième place, c'est que cette compétence reste clé dans le combat moderne. Aujourd'hui, on cherche la dispersion, on cherche l'agilité des détachements.
Il faut qu'ils puissent se regrouper très rapidement pour répondre à une besoin, puissent se redisperser pour ne pas être vulnérables. Dans ce cadre-là, la maîtrise du terrain, savoir où on est, quelles que soient les perturbations en l'occurrence sur le réseau GNSS, c'est essentiel. Et par la réalisation du réseau de points non unités qui contribue par le recueil. Et le troisième aspect, ça reste le rôle dans le combat traditionnel. Exploiter le terrain physique, exploiter les mouvements de terrain. Donc apporter à la force cette connaissance du terrain sans que les décideurs ne soient éduqués. Première dimension. Deuxième aspect aussi, c'est se maîtriser ou se protéger des catastrophes naturelles. Rupture de barrages, inondations. L'an passé, nous sommes encore allés faire des levées en BSS pour les inondations sur nos camps. Ça reste une durée permanente. Voire exploiter un dispositif défensif que l'on pourrait faire si on décidait de rouvrir un barrage pour bloquer l'adversaire. Maîtriser parfaitement les effets qui se passent. Donc c'est véritablement aussi un facteur clé de la coordination des effets, la coordination de la manœuvre par cette connaissance du terrain. C'est en ce sens qu'il y a une valeur opérationnelle aussi pour ces détachements recueils. La valeur opérationnelle aussi, elle vient, ces détachements recueils, dans leur rôle dans la construction du processus décisionnel. Parce que nos analystes, vous aurez l'intervention juste après, pour que leurs analyses, leurs produits soient justes, il faut que les données soient actualisées. Un centre de données, vous pouvez l'avoir par des buts aériennes, par des imageries. Mais il y a tout ce recueil thématique que j'évoquais au préalable qui est essentiel. Sur une image, vous n'avez pas un certain nombre de caractéristiques qui sont non visibles. Est-ce que l'infrastructure est utilisée? Quelle est la répartition des minorités dans la population? Tous ces facteurs-là sont clés. L'impact des saisons. On a évoqué plusieurs fois déjà depuis ce matin la race Pizza, qui reste un facteur clé d'opération. Mais pas que. En BSS, on a aussi des problèmes d'inondation et une saison des pluies qui entrave la mobilité. Tout cela, le déploiement de nos équipes sur le terrain, permet d'y répondre en mettant à jour nos bases de données, de façon à ce que nos analystes, qui seront distants sur le terrain, qui seront peut-être même en métropole, puissent apporter les justes réponses. Et puis, la présence de ce recueil thématique, c'est aussi apporter des clés de lecture confirmées, parce qu'on vient apporter des connaissances empiriques. Lorsqu'on se déploie, on a un ensemble de connaissances qui sont accessibles par notre patrimoine, par les données en source ouverte, par les analyses faites par d'autres unités. On fait mettre des gens sur le terrain, on va comprendre qu'il y a eu des évolutions dans les flux, dans l'évolution de la population, de l'acceptation de la force, et dans la végétation également. Tous ces éléments-là sont clés et vont être recueillis et capitalisés et servir à nos analystes. Donc, nos unités de recueil, elles font véritablement ce lien, ce que j'appelle le virtuel, la carte, telle qu'elle est employée par l'état-major, un certain nombre de représentations, et la réalité du terrain. Lien qui est aujourd'hui clé. On pourrait tenter de plus en plus, ça s'appuie uniquement sur le virtuel. Donc c'est bien le rôle de faire vivre la carte qui confère une valeur assez forte. Et la dernière valeur, c'est la valeur qui a déjà été évoquée dans l'intervention précédente, celle d'intégration. La militarité de ces détachements, puisqu'ils s'intègrent déjà dans un continuum des opérations avec nos alliés. Avec le Dr. In qui est intervenu ce matin, il y a 3 ans, on a pu déployer, on a fait en participation, une équipe espagnole de recueil sur une base aérienne américaine en Afghanistan pour répondre aux besoins de l'OTAN. Ça, c'est de l'intégration. Et c'est le continuum des opérations avec nos alliés. C'est une coopération de défense, c'est-à-dire que nos moyens géographiques se basent sur les techniques civiles, la standardisation des résultats, la standardisation des bases de données, la dualité des moyens. Tout ça, ça donne aussi des plages de décision pour une autorité politique pour dire je vais appuyer un État, je veux quelque chose de peu signant, et pour les géographes, ça va participer à leur assurer ce sur quoi j'en reviendrai après. Et c'est très simple, d'autant plus que la donnée géographique est assez peu sensible par rapport à d'autres données du renseignement. Donc là, on a une piste pour construire, pour initier les phases de coopération avec des États. Et puis, dans la confrontation, l'imbrication, guerre contre les terroristes, affrontement plus ouvert pour l'Ukraine, les géographes gardent toute leur place, bien sûr, pour la maîtrise du terrain, la connaissance du terrain, avec des capacités blindées, comme j'ai évoqué précédemment, mais aussi une nouvelle capacité pour le franchissement, parce que là, on voit la guerre revenir en Europe, les coupures humides vont redevenir une réalité. Comment franchir? Donc nous avons des capacités pour apporter cet appui et avoir une lecture du front marin de façon à décider si, oui, l'unité peut franchir là, oui, il faut des moyens de faire. Donc une employabilité de ces détachements sur l'ensemble du spectre des opérations nationales, avec les alliés, haute intensité, lutte antiterroriste. On confère bien une valeur parce que ce sont les mêmes moyens qui assurent une réversibilité dans ces différents schémas, moyens humains et matériels. Deuxième grande partie fait du recueil de capacités stratégiques,
c'est le fait que c'est distinctif dans le force de combat. La signature est très limitée. Là, vous avez une partie de moyens, les véhicules légers, ils sont verts, c'est la seule différence par rapport à des moyens civils. Donc on peut l'employer sans créer de pression au niveau politique ou sans créer de pression sur l'adversaire. Et rassurez, le groupe est employé quasiment chaque année, déployé de manière temporaire dans les pays baltes, dans le cadre des ESP, parce que ça contribue à ces liens que l'on peut créer au niveau stratégique ou souhaiter créer sans engager énormément de moyens ou sans créer de pression supplémentaire vis-à-vis d'un allié. Elle est aussi distinctive parce qu'elle participe activement à la simplification qui est au cœur de l'appui géographique. L'appui géographique s'appuie sur la carte de façon à aider à la compréhension de la manœuvre amie, comprendre aussi la manœuvre ennemie et comprendre l'effet majeur parmi nos amis, mais aussi avec nos alliés. Et pour que cette compréhension soit juste, elle s'appuie sur la carte avec ses codes qui sont connus et partagés en son des forces. Et pour que ça soit efficace, il faut que les données de la carte soient justes. Le seul moyen d'avoir la justesse et l'exhaustivité, c'est bien d'envoyer des gens sur le terrain. Confirmer ce que l'on a en base, actualiser ce que j'ai précédemment évoqué. Donc la capacité de recueil participe bien à cette maîtrise, à ce contrôle de la donnée pour simplifier et jouer ce rôle de simplification dans la compréhension de la manœuvre, la conception de la manœuvre. Elle est distinctive aussi parce qu'elle est très rare. Donc ça veut dire en effectif 360 pax. Donc c'est très peu de personnes. Donc ça veut dire que lorsqu'on décide de l'employer, c'est aussi un sens sur la manœuvre. C'est un choix fort. Elle est rare aussi dans ses moyens humains, dans ses moyens techniques, bien des lois, voilà, donc véhicules spécifiques, il y en a 8. Voilà, les forces. C'est quand même très limité. Et elle est surtout rare par ses savoir-faire. Aujourd'hui, les investissements à 3D, vous avez sur la droite l'équivalent de Google Car, qui vient de doter l'armée de terre, on va faire des levées assez générales en zone urbaine notamment. Nous avons un drone, maintenant nous passons sur la dimension souterraine. Donc l'innovation, elle est présente pour aller investir tous les champs matériels de la conflictualité. Et tout ça, c'est inimitable parce que si on met en œuvre des moyens très modernes, c'est aussi parce qu'on maîtrise des procédés très anciens. Fruit de ce partage d'expérience que j'évoquais précédemment. Donc on a bien une capacité qui est le fruit dans l'armée française, vraiment d'un héritage très long, qui est en vue. Et enfin, distinctive parce qu'elle répond à une vulnérabilité croissante des forces, c'est-à-dire une dépendance au GNSS. Voilà. En cas d'engagement majeur, aujourd'hui il y a un vrai risque que ces signaux soient altérés de manière durable, avec un impact fort sur nos capacités, nos effecteurs à délivrer les faits. Et pour cela, on revient des capacités traditionnelles de recueil, des réseaux de points, qui vont permettre de confirmer les coordonnées, de recaler les centrales inertielles et de définir, de garantir à l'unité qui est déployée qu'elle a une juste maîtrise de sa position et donc des effets qu'elle va pouvoir produire sur l'adversaire ou sur le terrain. Ça apporte donc une véritable résilience à nos forces face à cette menace qui existe réellement sur le leurrage ou le brouillage défini de navigation. Donc pour conclure, c'est bien une capacité de recueil qui est ancienne, qui se base sur des procédés anciens, mais elle garde tout son apport opérationnel aujourd'hui, aussi bien dans la décision que dans la conduite des opérations. Elle est rare et inimitable parce qu'elle se base avant tout sur une force humaine, une richesse humaine qui est l'héritage des dizaines d'années d'engagement, de la capacité dans des théâtres très variés. C'est vraiment pas seulement mettre en œuvre des capteurs, des pochoirs sur le terrain. Et c'est bien un pilier de l'art de la guerre parce que ça reste fondamental pour la description et la compréhension du milieu dans lequel on opère. On va donc pouvoir espérer remporter la victoire au-delà de l'engagement des combats et du choc initial. Voilà qui conclut la proposition. Je serai en mesure de répondre à vos éventuelles questions ou de la première scène piste par la suite. Maintenant, je vais laisser la parole au capitaine Romain, chef du centre géographique des plus opérations, qui va revenir sur la partie cartographie et analyse. Général, mesdames, messieurs, tout d'abord je vous remercie de me permettre de pouvoir vous partager ma petite expérience de pion tactique de la géographie militaire
auprès de cette assemblée. Je vais essayer de pouvoir vous apporter un petit peu de concret dans toutes les grandes notions qu'on a pu voir ce matin et cet après-midi, en vous présentant un petit peu ce qu'on vit au quotidien, ce à quoi on est confronté dans le monde de la géographie militaire à mon niveau. Je ferai une présentation tout à fait TTA de ce qu'on peut faire en militaire, c'est-à-dire une introduction suivie de 3 points. Bien sûr, avec une petite introduction sur laquelle, mon général, pardon, je m'excuse par avance, je vais me faire taper. C'est-à-dire que je reprends certaines de vos notions, mais plutôt côté punk. Côté punk, pour moi, ce n'est pas le terrain qui commande. Et c'est une notion que j'essaye de véhiculer un peu partout. Je l'ai retrouvée en formation initiale auprès de mes cadres. On me disait, c'est le terrain qui commande. Le terrain, pour moi, favorise les contraints, il canalise, mais c'est bien le chef terrain qui commande, puisqu'il est conseillé par ses experts 3D et 2D, et il va donc pouvoir s'approprier le terrain et faire un choix qui va entraîner des conséquences en termes d'action. Ça sera mon idée maîtresse en général pour cette présentation sur l'analyse. Donc en préambule, une petite introduction avec 2 faits historiques qui reprennent un petit peu de l'analyse. Donc je pense que je n'apprends rien à personne en présentant le dispositif de la bataille d'Austerlitz au 1er décembre 1805, avec donc un parti pris de Napoléon, qui après avoir parcouru 1200 km en à peine 2 mois et avoir fait une marche triomphale sur Vienne, décide de pousser jusqu'à Austerlitz, et il surprend ses adversaires en choisissant de n'occuper ni le village, ni le plateau alentour, le plateau de Pratzen, à tel point que les 2 empereurs adverses imaginent que les troupes françaises comptent se replier. Bonaparte souhaite laisser les Austro-Russes se déployer sur ces terrains pour mieux maîtriser la suite des événements. La tactique de Napoléon elle est efficace, puisque ses ennemis en viennent même à sous-estimer ses troupes, qu'ils pensent s'élever à seulement 40 000 hommes. En réalité, Napoléon a choisi son champ de bataille, un terrain rectangulaire extrêmement bien délimité, qu'il a étudié sous toutes les coutures pendant 2 jours. Il aura donc maîtrisé son terrain, et il aura permis d'amener l'ennemi là où il voulait qu'il aille. Ça reprend des éléments en général. Je ne suis pas trop loupé. Un autre exemple que vous avez sur votre gauche, l'une des toutes premières cartes d'analyse qui a vraiment été retrouvée. Donc la carte du médecin John Snow en 1813, enfin 1813 à 1858, qui raconte l'épidémie de choléra en 1854 dans le quartier londonien de Soho, où il exerçait. Au milieu du 19e siècle, la révolution industrielle elle a défiguré un petit peu la capitale britannique, et on se retrouve avec 2,5 millions de personnes qui s'entassent dans une métropole sale et insalubre. Et pour gérer cet apport de l'accroissement de population, et aussi pour pallier le manque de salubrité, toutes les autorités en fait ordonnent de rejeter les déchets corporels dans la Tamise. Vous pensez à l'époque que le virus se transmettait par l'air. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une carte qui a été faite donc par John Snow et qui nous donne une petite idée de la répartition des morts en fonction des pompes à eau qui se trouvaient dans le quartier, puisque la même rivière abreuvait les habitants. Et donc John Snow devine que ce choléra se transmet par l'eau grâce à cette cartographie en fait, qui concentre les morts autour d'une pompe à eau bien précise. Le résultat en a été que la pompe a été fermée et que l'épidémie s'est mise à ralentir. On pourrait citer d'autres exemples historiques. Par exemple, Hippocrate qui réalisait une étude qui impliquait les lieux et l'apparition des maladies dans son œuvre des airs, les eaux et les lieux. On peut aussi citer par exemple la bataille des Thermopyles, qui est connue tous, avec un choix bien précis du terrain qui a permis de contenir l'armée perse avec seulement 7000 guerriers. J'en finis sur cette partie et j'embraye donc sur l'aide à la décision et au suivi de situation. Donc je vais commencer rapidement avec une connexion entre la discipline séculaire de la géographie et les héritiers des ingénieurs militaires géographes, en considérant que l'espace géographique est plus que l'écoumène, tel qu'il est défini d'ailleurs par Maximilien Sort, qui au passage avait prédit du fait de l'évolution de la technique qui ne cesserait de s'étendre jusqu'aux limites de la surface du globe. Donc considérant que l'écoumène est aussi dans le milieu d'intervention des hommes tout entiers, donc on peut y inclure la terre, la mer et le ciel, les airs. Par extrapolation, cet espace est un véritable support de système de relations. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la géographie, puisqu'on va non pas se limiter à des milieux physiques, mais à la base de données, ce qui est moins sexy, mais beaucoup plus efficace. Ça comprend donc l'étude physique maillée d'un tissu chargé d'épaisseurs historiques, et j'insisterai sur la notion d'historique, qui est le cadre d'évolution et d'action de l'humanité. Cette notion d'espace géographique aux frontières traversant l'espace physique et qui se confronte à la constante temporelle, elle régit le travail des géographes militaires.
Partant du principe que le cadre d'action des armées s'ancre dans un environnement façonné directement par la main de l'homme, ou du moins à minima subissant indirectement son influence, le chef intérim s'appuie alors sur l'expertise du géographe militaire qui va lui apporter les éléments nécessaires pour l'appuyer dans sa prise de décision et son suivi de situation. Dans le domaine géographique, cette aide à la décision et au suivi de situation désigne les savoir-faire et les produits permettant d'apporter au chef intérim les informations nécessaires à cette connaissance du milieu physique et humain et à la compréhension de situations complexes indispensables à la planification et à la conduite des opérations. Ces deux piliers fondamentaux, que j'appellerai la connaissance du milieu et l'appui par l'analyse spatiale et temporelle, permettront, par l'analyse du terrain, du milieu, de zone ou par l'analyse spatiale de données géoréférencées de toute nature, éventuellement fusionnées entre elles par leur géoréférencement commun sur un support cartographique ou autre, mais aussi les informations et renseignements recueillis par les capteurs, de contribuer à la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique de l'état-major ou du PC appuyé, en identifiant les éléments naturels ou artificiels du terrain pouvant avoir une influence sur la manœuvre amie ou ennemie, bien sûr. Ce qui me permet de pouvoir basculer sur l'appui à la connaissance par le milieu. L'information géographique, elle est au cœur des systèmes de force, diffusée sous forme de cartes papier traditionnelles ou intégrée en fichier numérique à la plupart des systèmes d'armes ou de traitement de l'information. Elle permet d'appréhender le terrain afin de planifier et conduire les opérations. Elle est aussi au cœur de la fusion des informations de toute nature à des fins d'analyse et de suivi de situation. Indéniable facteur de supériorité opérationnelle, elle s'est généralisée au plus bas niveau tactique, tant au sein des forces amies que chez l'adversaire. Et j'insisterai sur cette notion d'intégration au niveau tactique, qui va un petit peu trancher avec la partie stratégique, bien sûr. Pour autant, si l'accès à l'information géographique semble aisé du fait de la généralisation d'applications civiles simples et d'emploi, son acquisition, son traitement, la qualification de sa fiabilité et son analyse dans un contexte opérationnel nécessitent une véritable manœuvre de l'appui géographique, combinant des actions de recherche et d'exploitation et faisant appel à des savoir-faire hautement spécialisés. Si la guerre gagnait à coup de Google Maps, on aurait déjà gagné. Il s'agit donc, via la production et la mise à disposition des produits mentionnés à l'écran, donc cette liste n'est pas forcément une liste à l'après-vert, de permettre d'établir un patrimoine socle sur lequel s'appuiera l'ensemble des traitants de l'état-major, afin de travailler dans un premier temps en planification, puis en conduite. Pour le géographe militaire, l'accumulation d'informations géographiques et de supports permettent un travail sur la donnée et la poursuite vers l'analyse pour l'appui du chef. Ce travail se fait nécessairement en anticipation, puisqu'il s'effectue en amont de la planification et de la conduite des opérations. Le géographe a donc constamment un temps d'avance sur la manœuvre. Quelques exemples. Vous avez pour exemple au-dessus de moi donc une carte topographique standardisée, puisque nous sommes obligés de nous appuyer sur une base commune qui passe par ces productions standardisées, puisque la France évolue dans un contexte pour la plupart du temps multinational, avec l'OTAN, l'Europe. Et ça permet à tous de dialoguer sur une base géographique commune. Elle permet en outre de s'approprier la donnée géographique, puisqu'aujourd'hui le brouillard de la guerre s'étend jusque sur le continent du numérique, avec des données maltraitées ou falsifiées. À titre d'exemple, vous pouvez retrouver à la frontière entre le Bhoutan et la Chine énormément de ce qu'on appelle de capgardage géographique, avec de la création de villes harpons de toutes pièces, qui sont suivies quelques semaines après de création de vraies villes, mais qui mangent sur la frontière, à l'avantage des Chinois bien sûr. Et vous retrouvez ça sur OpenStreetMap, un système contributif qui est assez connu. Je rajouterai à ça aussi que le patrimoine géographique subit malgré tout un vieillissement du fait de l'accroissement exponentiel de l'activité humaine et de son influence sur le milieu. L'exemple que vous avez au-dessus, l'exemple des pistes dans le Sahel, ce qui fait foi, outre la vérification image, c'est bien le travail du topographe qui aura les pieds dedans et qui pourra apporter des relevés exacts et concrets. On sait aujourd'hui que dans le Sahel, il y a autant de pistes que de personnes qui en ouvrent, et donc une actualisation constante de ce qu'on va voir en termes de praticabilité des axes et de traficabilité. Et aujourd'hui, c'est bien la vérification image agrémentée de l'expérience du capteur qui aura les pieds dedans qui nous permettra de pouvoir valider ou invalider certaines pistes. D'autre part, cette connaissance s'étend aussi au milieu urbain, puisqu'en plus des mesures de précision du terrain façonnées par la main de l'homme, le topographe rapporte également d'autres informations nécessaires à l'appréhension de la complexité de l'environnement. On parle ici de, outre la géographie humaine, de tout ce qui va être les champs immatériels qui étaient mentionnés tout à l'heure, puisque le topographe étant un capteur comme un autre, il va pouvoir avoir la sensibilité de récupérer des éléments d'ambiance.
Comme le colonel le présentait tout à l'heure, ces informations peuvent être projetées pour la plupart sur des cartes et ainsi participer à l'élaboration de véritables dossiers de localité comportant la description de l'environnement physique et humain du lieu étudié, en plus d'informations récupérées par exemple auprès des chefs de village, nous donnant une véritable toile d'araignée de relations au sein d'un même village. La connaissance et la maîtrise des données socles de toute nature et de toute source permettra alors aux géographes militaires d'appréhender le terrain et d'utiliser le support cartographique militaire comme outil de travail, pour lui ou pour les spécialistes qui composent l'état-major. En plus d'être un outil de travail, il permettra aussi aux spécialistes interarmes de porter son propos auprès du chef grâce à un support de communication pour tous. La carte étant une représentation simplifiée de données géolocalisées de toute nature. Et là, je ne parlerai pas de vulgarisation, mais bien de simplification, car on ne retire pas le propos, mais on permet aux spécialistes de pouvoir schématiser son propos auprès du chef interarme. La multiplicité des vecteurs et des techniques s'ajoute aux savoir-faire fondamentaux pour permettre de travailler en granularité, à d'autres échelles, pour descendre jusqu'au niveau tactique et appuyer le commandant d'unité qui préparera ses personnels à la mission effectuée. Vous avez ici plusieurs exemples de ce qui est d'ailleurs fait au niveau du 28e géographique, avec une couverture 3D qui va pouvoir permettre, jusqu'aux gestions les plus bas, d'avoir une connaissance intime de l'environnement. On n'est pas encore sur la vérité, mais on s'en rapproche. C'est le but. Enfin, ma dernière partie, l'appui par l'analyse. La suite logique permise par l'accumulation de données géographiques. L'analyse géographique militaire découle naturellement de l'appropriation des connaissances sur le milieu étudié. D'un système en push, mis à disposition du patrimoine géographique au profit de l'état-major et des traitants, l'appui géographique bascule en pool, c'est-à-dire qu'il répond à une question posée. Cette notion de question est centrale dans la mise en œuvre de l'analyse puisqu'elle va conduire à l'élaboration de l'échelle de travail, spatiale mais aussi temporelle, ainsi qu'au choix des données qui seront passées au crible. Cela me fait rebondir d'ailleurs avec ce que je présentais plus tôt, eu rapport à la question de la source ouverte. Aujourd'hui, on a énormément de données en source ouverte, ce qui nous amène d'une part dans ce qu'on appelle l'infobésité, avec énormément de données à traiter, mais aussi, face à nos compétiteurs, énormément de données à cribler, puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des caviardages. Au canevas traditionnel des différentes étapes de l'analyse que vous pouvez voir ci-dessus, viendra s'ajouter celui des 5 whisky utilisés dans la méthode de raisonnement tactique. Donc quoi, quand, où, qui, pourquoi. La finalité du travail de l'analyse géographique sera d'élaborer des conclusions militaires à ces observations géographiques, en évitant bien sûr tout déterminisme. Je pense par exemple aux Ardennes. Le lien se fait encore une fois entre le milieu académique, dont sont issus à titre d'exemple les analystes du 28e groupe géographique, pour mémoire, une section composée de diplômés d'horizons divers mais complémentaires. On a des géographes, des géologues, des archéologues, des gens ayant travaillé dans le génie civil. Tout un savoir-faire complémentaire qui nous permet d'aborder les questions sous différents angles. Par le traitement de la donnée, son analyse et sa synthèse, il permettra au chef interarme de visualiser le terrain vu par les différentes composantes qu'il commande. L'infanterie, l'arme blindée de cavalerie, la logistique, la 3D, mais aussi par l'ennemi. Il s'attachera à rendre son propos synthétique jusqu'à le résumer jusqu'à sa plus simple expression, la caisse à sable que connaissent tous les officiers qui sont passés par Saint-Cyr, ainsi que les sous-officiers qui sont passés d'ailleurs par les soirs. L'appui à l'analyse, encore une fois, vous avez une liste de ce qu'on peut proposer pour appuyer à l'analyse. Donc la réponse à la question posée par le traitant ou le chef se matérialisera sous la forme de présentation orale ou écrite, de cartes de situation ou de cartes thématiques, de dossiers d'analyse illustrés immédiatement exploitables en version papier ou numérique. Le domaine couvert par l'aide à la décision et le suivi de situation est potentiellement infini puisque toute information possédant une référence spatiale se prête à la représentation cartographique. Elle peut donc faire l'objet d'une analyse à des fins de veille, de planification ou de conduite. Exemple ici d'un dossier d'études de milieu, dont un grand ensemble qui va pouvoir servir à la planification. Cette connaissance intime du terrain placera le géographe en véritable référent sur des questions influençant la manœuvre de la force. Ici, le delta intérieur du Niger, son comportement et ses inévitables conséquences sur les déplacements de véhicules, par rapport à la saisonnalité. Ce que présentait le colonel tout à l'heure avec le cycle des saisons qui a un impact très fort sur les déplacements de véhicules. De grands ensembles, l'analyse va ensuite se porter jusque des points de détail afin d'appuyer l'opérationnel et le tactique.
Ce travail en granularité nécessitera de lui qu'il affine sa capacité à chercher l'information et surtout savoir comment l'utiliser à des fins opérationnelles. À ce titre-là, l'analyste est un peu un touche-à-tout, puisqu'il est obligé de réorienter et de changer son fusil d'épaule en fonction de la question qu'il va poser. Ce qui lui permet au final d'élaborer une connaissance assez complète du monde qui l'entoure. Vous avez ici un exemple, donc dans le cadre de coopération avec l'OTAN, d'études de franchissement et de pont en Pologne. D'autres exemples de produits spécialisés répondant à des questions précises, telles que, comme vous pouvez le voir sur la gauche, quelles sont les zones praticables en véhicule tout-terrain dans le camp de Canjuers? Quelles sont ce qu'on appelle les zones go ou no-go? Quels sont les écrans à ma visibilité à partir d'un point donné? Donc quelle est l'intervisibilité? Que vois-je, mais aussi qui peut me voir? Et enfin, en dessous à gauche, à droite, pardon, quelles sont les zones favorables à une manœuvre héliportée? Quelle est la capacité d'accueil du terrain à une zone de posée hélico? En conclusion, nous pouvons dégager plusieurs informations. La nécessité absolue d'avoir une donnée géographique recoupée, représentative, calibrée par l'expert géographe pour prétendre à conduire une analyse se rapprochant du réel, puisque nous opérons par modèle et par déduction. Encore une fois, je le disais, éviter tout déterminisme. Le géographe comme acteur de son temps, puisqu'il doit nécessairement faire d'une part une veille active pour mettre à jour sa compréhension de l'environnement, mais aussi des moyens de l'appréhender, de nouvelles techniques, des courants de pensée, etc. Puis se faire le relais de ces évolutions auprès du chef et des traitants de l'état-major. Une passerelle entre ce qui peut se faire par exemple dans le milieu civil et ce qu'on peut intégrer au niveau du milieu militaire. Et enfin, une évolution de ces techniques et des matériels qui permettent de se rapprocher du réel, de la connaissance du terrain, les pieds dedans, ou du moins une projection les pieds dedans. Et de mettre en lumière les liens de relations logiques entre les différents facteurs du terrain et leur influence sur l'homme, et vice-versa. Dans un contexte d'appui aux opérations, le facteur crucial reste celui du temps, qui permet de fournir des conclusions militaires dans les temps, puisqu'une information fiable donnée après la guerre n'est plus utile. Mon général, j'ai terminé. Nous avons quelques minutes pour répondre à 2-3 questions. Pour changer un petit peu l'ordre, nous allons tourner vers ceux qui sont en ligne, qui auraient éventuellement des questions, s'il y en a. Ça vous laisse le temps de préparer vos questions, de ciseler vos questions. Le temps qu'on y accède, on va en prendre une pour commencer. Comment est-ce que ces recueils de données d'information se situent par rapport aux recueils et aux informations fournies par les États-Unis, la Grande-Bretagne, Google, j'en passe des meilleurs? Allez-y, oui. Alors, il y a le monde militaire et le monde civil, pour faire simple. Le monde, dans notre environnement, on a donc, on spécifie un certain nombre de critères. Nos besoins sont détaillés, sont pris en compte dans des programmes d'armement, donc je le disais avec la DGA, et on a une idée de la qualité, de la performance des produits qu'on recueille. Bon. Pour le monde civil, on ne maîtrise pas. Donc on vit avec l'incertitude de l'information, mais on a donc deux critères qui s'opposent un peu quelquefois. C'est le critère qualité et le critère réactivité. Donc d'un côté, le monde militaire, on a la qualité, mais pas nécessairement la réactivité, puisqu'il faut plusieurs mois pour élaborer, pour produire et recevoir, récupérer cette information. Et de l'autre, on a de la réactivité, mais peut-être sans qualité, avec une incertitude, un peu le brouillard de la guerre, de la géographie. Mais pour le coup, il faut qu'on puisse jouer sur ces deux critères pour satisfaire nos besoins. Et donc c'est là où intervient aussi la bonne connaissance des milieux et des systèmes. Un système d'armes, on va lui donner de l'information de qualité, validée avec l'ensemble des critères de performance, de hauteur d'obstacles par exemple, ou de précision d'information. Donc on va absolument éliminer toute source civile qui ne serait pas validée. A l'inverse,
des centres de renseignement qui ont besoin d'avoir une vue un peu exhaustive et qui savent manipuler de l'information, je dirais, avec une cotation, et donc une qualité de source, une qualité de l'information, ils savent manipuler ça, on va pouvoir leur mettre à disposition de la donnée de source ouverte. Donc dans tous les cas, on joue sur ces deux tableaux et on essaie d'adapter notre réponse en fonction de notre connaissance des utilisateurs de nos données. Oui, on a une question en ligne. Le MINARM dispose-t-il d'outils numériques permettant d'améliorer l'efficacité de la production cartographique? Automatisation. Et une deuxième, JODCAD a plusieurs années de retard. Comment expliquez-vous un moment où on parle d'intensité militaire? Pour la première question, le MINARM dispose-t-il d'outils numériques permettant d'améliorer l'efficacité de la production cartographique, donc automatisation? Peut-être que la question vient de l'assistante. Je vois qu'il y a ici quelques acteurs qui peuvent être en charge de l'automatisation de la saisie. Donc, actuellement, le MINARM, au sens production interne, donc de l'établissement géographique interarmé, je peux parler aussi éventuellement au nom des autres acteurs de la géographie, on a encore des systèmes de saisie manuelle. On est encore sur de la saisie d'informations vectorielle, rédaction cartographique, rasterisation, diffusion. Bon. C'est historique et c'était aussi lié à l'âge de nos systèmes. On s'achemine vers des outils d'automatisation. Alors, automatisation permet de saisir plus rapidement, de produire en quantité, mais à nouveau, je reviens un peu sur cette question-là, attention à la fiabilité, à l'exhaustivité, à la pertinence de l'information, à la richesse de cette information-là, on ne sait pas dans quel système ils vont être utilisés. Le niveau interarmé est assez agnostique des usages. C'est-à-dire, on entretient une base de données dont on ne connaît pas l'usage final. Elle est agnostique. Et ensuite, chaque armée dispose d'un soutien de proximité qui va adapter, enrichir, compléter cette information. Donc lorsqu'on cherche à automatiser le recueil, il faut faire attention aux critères de performance et d'exhaustivité de cette information. Donc actuellement, effectivement, on s'achemine vers de l'automatisation, pas avec n'importe quel objectif, on cherche vraiment à les standardiser. Et nous avons donc, avec une équipe de préligence, avancé sur l'automatisation qui donne de très bons résultats. Et on espère pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ce qui, du coup, me permet également de rebondir sur la deuxième question, qui est sur ce JODCAD. JODCAD est donc un programme d'armement qui a maintenant 12 ans d'existence et qui délivre d'une part de la production externalisée, donc les opérations GeoMaps, GeoSocle, T-Rex, que vous avez vu ce matin, mais également un système d'information qui gère un catalogue de plusieurs milliers de références, comme je l'ai évoqué, et également le volet diffusion de la donnée. Il y a en dernier volet de la production, un outil de production qui est également attaché à ce système. Il a effectivement quelques années de retard sur une partie, mais il est bien en place depuis plusieurs années sur le volet production externalisée et particulièrement efficace. Donc oui, il y a de l'intensité, on part de l'intensité militaire. La loi de programmation militaire à venir nous intéresse fortement pour voir dans quelle mesure on va pouvoir enclencher de la production et réactualiser nos systèmes. Nous sommes bien entendu vigilants, mais on n'est pas dans le secret des dieux. Je crois qu'il y avait une question sur la gauche. Je vais demander le terrain est évidemment une stratégie, vous l'avez démontré, et dans le domaine sanitaire, le terrain peut être source de maladies, le terrain peut être source de traumatisme multiple. Je voulais savoir s'il y a une instance qui travaille avec vous pour vous guider dans ce domaine-là. Par exemple, on s'aperçoit bien en ce moment que atteindre le moral des soldats russes est une stratégie. Donc je voulais savoir comment cette prise en charge globale de la stratégie est organisée.
en général? Bon, je vais sortir de la tranchée. Tout simplement, votre question est très intéressante et je pense que les armées y répondent par le biais du service de santé des armées, dont la militarité est une des clés pour permettre de comprendre ce que vivent les combattants. Donc, effectivement, dans les siècles anciens, le simple fait d'amener son armée sur le champ de bataille en bon ordre était déjà un exploit en soi. Il fallait effectivement vaincre les épidémies, il fallait être capable d'avoir le ravitaillement nécessaire, et la bataille n'était que la fin d'un très long processus. Donc de très longtemps, les armées c'est également valable dans le domaine naval. On connaît tous l'histoire des citrons et des agrumes qui a permis à la Royal Navy d'avoir une meilleure santé, entre guillemets, pour ses équipages. Tout ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans les raisonnements des chefs, parce qu'il faut conserver son potentiel, et pour ça, pour conserver le potentiel, le service de santé est un des acteurs éminents dans ce domaine. Voilà. Monsieur. A été évoqué rapidement pendant les présentations le risque que certains adversaires potentiels diffusent sciemment de l'information géographique fausse à des fins de tromperie, comme on dit. Ma question est double. Est-ce que d'une part, dans le contexte actuel de l'immunité, est-ce que vous constatez une recrudescence de ce genre de procédé ou pas particulièrement? Et est-ce qu'il existe des outils spécifiques, qu'on ne peut pas envoyer, j'imagine, de topographes partout? Est-ce qu'il existe des outils spécifiques d'intelligence artificielle au croisement de sources pour essayer de débusquer automatiquement ce genre de phénomène? Merci. Je pense que nous allons vous faire une réponse en 2 temps. La mienne sera très rapide. Le mensonge est aussi vieux que l'art de la guerre. Et nos anciens, qui avaient beaucoup de bon sens, avaient une expression qui est un peu terrible et qui veut dire ce qu'elle veut dire, cette bonne guerre. Après, pour les données qui seraient fausses ou erronées, on n'a pas d'outil automatique. C'est le criblage qu'évoquait le capitaine tout à l'heure. Donc on compare notamment avec nos données qualifiées, militaires, qui peuvent être plus anciennes, mais qui donnent déjà un certain nombre de critères sur la présence d'axes, mouvements de terrain et autres. Et après, c'est des comparaisons entre différentes sources, du partage avec nos alliés, en cas d'interrogation, mais ça reste un contrôle humain et donc une richesse humaine qui est au cœur de nos compétences. Pour ajouter sur votre question, au-delà de l'ennemi, on a aussi l'import aujourd'hui des GAFSA. Vous prenez par exemple sur Google Maps la version russe, la Crimée fait partie de la Russie, contre tout traité internationaux. Donc on a non seulement des compétiteurs en face, mais en plus on doit gérer avec le clientélisme des différents industriels qui vont plaire aux nations vers lesquelles ils vendent leurs produits. Donc aujourd'hui, l'une des vérifications qu'on va avoir, la plus forte, c'est bien sûr la vérification par l'image, qui nous permet de savoir vraiment ce qu'on a en face de nous. Tout va dépendre de l'ensemble qu'on va traiter. Effectivement, à l'échelle d'un continent, on aura finalement peu d'interventions de caviardage. Si on voit Toulouse en Bretagne, on s'en rendra compte très vite. Et c'est vrai que c'est quand on descend en granularité qu'on va devoir faire cette vérification-là. Et pour l'instant, la seule solution qu'on va avoir, c'est d'opérer un maillage sur lequel on va faire une vérification systématique, avec un échantillonnage aléatoire, pour être sûr de réduire notre rapport d'erreur à sa plus infime partie. Nous allons prendre une dernière question. Attendez, on va vous donner un micro si c'est possible. Vous disiez que vous n'êtes ni géographe ni militaire, tant mieux. Donc je disais aussi qu'il faudra excuser la naïveté de mes questions. J'ai entendu que vous formiez vos cartographes et vos géographes, vos topographes. Donc il y a un certain temps de formation. Je sais aussi que vous avez des contrats courts au sein des armées. Donc comment on fait pour maintenir le niveau de compétence votre niveau de compétence? Ça c'est ma première question. Et tant que je me rappelle de la seconde, je vous la pose dans la foulée. Je ne sais pas quelle est la part de la géographie humaine au sein de la géographie militaire, mais j'ai aussi la naïveté de croire que quand on est cartographe, on sait faire des cartes de tous les terrains et que ça ne pose pas de problème. Par contre, la géographie humaine me semble plus délicate parce qu'il y a autant de géographie, de terrain que de pays, de régions, d'ethnies, de cultures, de langues et de religions, etc.
Donc comment vous gérez cette partie-là, si vous la gérez, ou si, quelle est la part de cette géographie-là? Voilà pour mes deux questions, merci. Pour la formation, donc la formation des géographes est réalisée dans mon unité, c'est partie des missions que j'ai à remplir. Donc on a 3 niveaux, comme toute structure militaire, donc les officiers militaires du rang, les opérateurs, donc les militaires du rang, on les forme en une douzaine de semaines, en étant soit cartographe, soit topographe, donc pas la dualité. Et ensuite, c'est le déploiement sur le terrain, les missions réelles que l'on fait en métropole, les missions extérieures, le partage d'expériences qui font monter en compétences. C'est quelque chose d'assez rapide, parce qu'on est grillé, et on les fait travailler sur des tâches, et on les spécifie sur un des 2 métiers. Les sous-officiers, il faut compter 16 semaines, là on les forme sur les 2 métiers, et après ils montent progressivement en responsabilité. Les officiers, donc pour la tâche d'encadrement, de commandement, ils ont 1 an de formation générale au renseignement, à l'artillerie, et on les forme en 3 mois sur l'aspect géographie. Et pour ceux qui sont analystes, comme le capitaine qui est ici, en fait on fait du casting, c'est-à-dire qu'on les recrute sous contrat, et ça répond un peu à votre deuxième question pour la géographie humaine. Lorsque je les reçois, je choisis le profil. Donc on prend une fois quelqu'un qui a des compétences géographie humaine, une fois un cartographe ou quelqu'un qui a des compétences géomatiques, une fois un archéologue, et après ils partagent leurs expériences entre eux, ils sont déployés en opération, et c'est comme ça qu'on a la montée en compétences. Vous pouvez encore remercier les intervenants par vos applaudissements. Je vous propose 5 à 10 minutes, ça veut dire 7 minutes de pause. Voilà, reprise, avant -10.